Étonnante ambiance à l'Assemblée nationale ces derniers jours. Certains pointent du doigt des absences, d'autres un amateurisme de la nouvelle génération de députés issus notamment de La République En Marche. D'autres encore s'étonnent de voir l'hémicycle se transformer en quasi-scène de théâtre. Et là, c'est la France Insoumise qui est pointée du doigt. Sur ce plateau, deux parlementaires, Olivia Grégoire, députée République En Marche de Paris, bonjour, et Sébastien Huyghe, député Les Républicains du Nord. Bonjour également, sans oublier Frédéric Delpech. Alors, dernière illustration de ces flottements, appelons-les ainsi, que l'on peut observer parfois, c'était cette nuit, des députés ont confondu amendement et article. Je mets donc aux voix cet article 7 ter. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, l'article est rejeté. Ils ont voté contre. Bah oui. Il faut être attentif. Chers collègues, quand je mets au vote un amendement, c'est un amendement. Quand je mets au vote un article, c'est un article. Eh bien, que se passe-t-il? Est-ce que là, on touche les limites du renouvellement? Je ne pense pas du tout. Donc, il y a eu effectivement cette nuit cette erreur qui a été reconnue par le groupe La République En Marche. Je voudrais d'abord saluer le travail de la vice-présidence, notamment celui de Sacha Houlié ou de Hugues Rançon cette nuit, qui sont notamment pour Sacha Houlié des jeunes gens très très jeunes, qui assument une fonction qui n'est pas évidente, parce que ça n'est pas simple que d'être VP de l'Assemblée nationale. Il y a eu cette erreur, mais quand même 48 heures de débat sur la confiance, à 7 heures, et il nous en reste beaucoup, plus de 900 amendements débattus, une erreur sur un article, et ça y est, ça s'emballe, on ne sait pas gérer une assemblée, on fait n'importe quoi, les VP sont mauvais, la présidence est mauvaise. Juste je VP, pense ça veut dire quoi pour ceux qui ne siègent pas à l'Assemblée? Vice-présidence de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est caricatural. On est l'objet d'une caricature, c'est le jeu politique, je le comprends très bien. Je pense, en revanche, clairement qu'on nous fait de la caricature, et je suis là pour y répondre. Alors, Thomas Huyghe. Sébastien Huyghe. Pardon, Sébastien, oui. Je sais pas que je suis un petit nouveau. En fait, c'est pas le seul couac. C'est pas une erreur. Il y a eu un problème avec la vice-présidence qui a rapidement calculé un vote pour alors qu'il était contre. Ça a donné aussi... ça a été l'occasion de beaucoup d'échanges, de suspension de séance. On est même allé chercher M. de Rugy pour pallier à ces difficultés. Le problème, c'est qu'on est en train de faire la loi, et comme l'a dit Philippe Gosselin d'ailleurs pendant les débats, on n'est pas dans un apprentissage. On est à un moment important où on vote la loi qui va s'appliquer à l'ensemble des parlementaires, mais aussi qui touche à la démocratie dans notre pays. Et donc, il n'y a pas de place pour l'amateurisme ou pour l'apprentissage. C'est vrai qu'ils sont jeunes, ils sont jeunes, mais il fallait peut-être faire le choix de vice-président qui ait un peu de bouteille, qui sache comment ça fonctionne, qui connaisse les règles de l'Assemblée et qui ait aussi un certain charisme, une certaine autorité, parce qu'il faut de l'autorité pour présider l'Assemblée nationale. Et donc, c'est bien d'avoir une belle vitrine, mais il y a un problème véritablement de fond. On ne peut pas mettre des jeunes pour des jeunes, il faut mettre des gens qui soient compétents et en capacité de diriger les débats. Et justement, ce texte, dans l'ensemble, me fait craindre pour le fonctionnement de notre démocratie. Et finalement, ce qu'on a vu là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que quel est le but de l'ensemble de ces textes dits de transparence, de moralisation? Confiance. Ça a changé. Vous savez très bien, on l'a validé ce matin, c'est la confiance. Ça a changé beaucoup de noms entre sa présentation et le vote qui arrive. Le gros problème, c'est tous ces textes ont pour but de déconnecter le député de sa circonscription. C'est clair, on retire les moyens du député de pouvoir agir dans sa circonscription, que ce soit l'enveloppe parlementaire, ça. Que ce soit par la réserve parlementaire, mais aussi par l'IRFM, mais aussi par un autre texte qui va venir, un texte constitutionnel, où on va diviser par 2 le nombre de parlementaires élus par circonscription. Ça veut dire que les circonscriptions vont être multipliées par 2. Ça veut dire que le député sera un inconnu dans sa circonscription parce qu'il n'aura pas la capacité à être présent sur de grands territoires. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ?
je pense que Emmanuel Macron a bien étudié, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, la problématique à laquelle a été confronté François Hollande, c'est celle des frondeurs. Et pour éviter qu'à l'avenir il y ait des frondeurs, eh bien on fait en sorte que le député soit complètement déconnecté de son territoire, qu'il n'ait plus de carte personnelle à jouer pour être élu, et donc il ne sera plus élu que sur des vagues. Et il faudra faire partie du parti, membre du parti du président pour pouvoir être élu. C'est François Hollande qui a voulu le non-cumul des mandats. Ça, c'est juste pour... Non, mais c'est pas une décision vous parle de la diminution du nombre de parlementaires élus dans des circonscriptions. Ça sera pour la prochaine législature. Mais c'est par étapes. Et là, on enlève l'ensemble des moyens du député pour pouvoir agir sur son territoire. Donc on fait cette déconnexion. Diminution d'un tiers, c'est ce qui a été... donc on passerait de 577 à 380. Oui, sauf qu'il y en aurait une centaine à la proportionnelle. Donc ça fait 300 élus par circonscription. On est 577, grosso modo c'est la moitié. Ça veut dire que l'ensemble des circonscriptions vont être multipliées par 2 et ça va empêcher le député d'être quelqu'un de connu, d'ancré sur son territoire parce que le territoire sera trop grand. Mais connu, ancré, je sais que vous êtes à la commission des lois, le député est représentant de l'intérêt national et pas uniquement des intérêts particuliers de sa circonscription. Je vous ai entendu et écouté attentivement et c'est en train d'être voté, du moins je l'espère dans les heures qui viennent, sur la réserve parlementaire. Nous avons là effectivement une opposition de fond sur laquelle on n'est absolument pas d'accord entre les Républicains et la République En Marche. Je vous ai écouté avec attention pendant votre prise de parole à la commission des lois. Je pense qu'aujourd'hui, dire que mettre fin à la réserve parlementaire, c'est créer des députés hors sol. Tu vois, depuis quand la réserve parlementaire et le saupoutrage d'euros permet aux députés de tenir sa circonscription? C'est comme ça qu'on achète des circonscriptions. Mais non, vous dites n'importe quoi. Mais non, je dis pas du tout n'importe quoi. J'ai entendu votre exemple sur ça me permet de donner de l'argent à une famille quand elle est en difficulté ou autre. Je vais vous dire une chose, j'ai trouvé que c'était très valeureux et solidaire comme prise de parole. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit à la solidarité nationale et à l'État, en tout cas aujourd'hui, de financer la charité que vous, députés, vous décidez de mettre en œuvre sur votre territoire. Écoutez, non. Et je ne suis pas d'accord. Écoutez, et sur la réserve parlementaire, on n'est absolument pas d'accord. À votre avis, c'est de l'argent public. Le CCAS, c'est quoi? C'est de l'argent public qui vient en secours à une personne en difficulté. Je ne vois pas pourquoi l'IRFM, qui est le même argent public, ne pourrait pas être utilisé dans des conditions exceptionnelles. Mais j'ai pris cet exemple parce que le député ne doit pas être hors sol. Le député, il doit être en phase avec ce qui se passe dans la population. On reproche, un certain nombre de gens reprochent le fossé qui s'est creusé entre les élus et les citoyens. Vous êtes en train d'agrandir ce fossé. Pourquoi? Parce que si le député n'a plus la capacité... dans ma circonscription. La capacité n'a pas la... Oui, mais vous êtes à Paris, alors à Paris, c'est beaucoup plus impersonnel. Alors nous, on n'a pas besoin d'argent à Paris, mais en revanche, vous avez besoin dans le Nord. Mais vous pourriez, parce qu'il y a des associations qui ont besoin, il y a aussi des collectivités qui peuvent avoir des problèmes. On intégrerait un soutien aux associations très précis, on en a parlé, vous le savez très bien, on les traitera. Mais là, bien sûr, on enlève tous ces moyens aux parlementaires d'être en phase, d'être ancrés dans sa circonscription, de pouvoir intervenir. Moi, je prends un exemple. D'ailleurs, un de vos confrères et une de vos consoeurs est venue me voir dans ma circonscription. J'ai donné de la réserve parlementaire pour rénover une petite mairie qui était complètement délabrée. Si je n'avais pas donné de la réserve parlementaire, les autres subventions, que ce soit celle de l'État via le préfet, que ce soit celle du conseil départemental, ne seraient pas arrivées. Comme le député est ancré dans son territoire, les autres collectivités, voire l'État, en voyant que le député dit qu'il y a nécessité d'avoir une intervention, les autres collectivités, voire l'État, peuvent venir en support pour venir aider. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. C'est une réalité dans l'ensemble des circonscriptions. Mais voilà, vous venez d'arriver, vous découvrez. Non, c'est pas parce qu'on arrive qu'on découvre tout. Vous savez, on n'est pas non plus complètement ignare. On va quitter momentanément peut-être la réserve parlementaire pour recentrer. Mais il n'y a pas que la réserve parlementaire. Oui, il y a d'autres thèmes. Simplement pour revenir recentrer donc, sur le thème de ce débat, ces nouveaux députés, principalement REM ou MoDem. Frédéric, est-ce que ce phénomène est nouveau ou pas? Alors, certains disent flottement, la présidence ne tient pas les débats, etc., etc. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé ou bien pas du tout? C'est quelque chose à laquelle on a
assiste à chaque début de cycle, de mandat? Alors, plusieurs choses. D'abord, là, on était parti sur un débat sur le fond. On va revenir sur la forme, puisque c'est de ça dont il s'agit. On est en train de débattre comment ça se passe à l'Assemblée en ce moment, les cafouillages, etc., les hésitations. Premier constat, il faut reconnaître qu'on a affaire à un groupe nouveau, plus de 300 députés qui sont presque, sauf pour ceux qui sont d'anciens socialistes ou radicaux de gauche qui se sont transformés en marche entre-temps. Les autres sont des nouveaux venus en politique. Donc, effectivement, on n'avait sans doute jamais vu un tel nombre de nouveaux députés novices arriver en masse à l'Assemblée. Donc ça, effectivement, c'est le fait réel, nouveau, et on peut imaginer qu'il faut une période d'adaptation. Donc il y a cette première chose. La deuxième chose, après, c'est les débats parlementaires et la joute parlementaire. Et là, quand même, ce qu'on a vu depuis le début de la semaine, et même avant, c'est effectivement parfois un certain amateurisme de la part de, notamment, vice-présidents de séance. On a vu une vice-présidente de séance en milieu de semaine ne pas réussir à ramener le calme dans l'hémicycle, se tromper, avoir fait mettre au vote un amendement. On a vu là à l'instant, on a passé l'extrait, un président de séance qui faisait voter un article, mais l'avait qualifié d'amendement, ce qui fait que les députés En Marche, comme un seul homme, ont dit c'est un amendement en plus présenté par la France Insoumise, donc on vote contre. Manque de peau, c'était un article qui avait été validé par La République En Marche en commission. Donc là, il y avait vraiment un gros cafouillage. Et puis, à cela s'ajoute, parce qu'on ne va pas jeter la pierre qu'aux députés En Marche, qui parfois sont un peu... On ne fait pas une émission à charge. Mais à l'heure des charges, il y a un problème très net d'encadrement. Il y a véritablement un problème d'encadrement. Et ça, on peut que le constater. Il y a un président de groupe qui est littéralement absent, que même nous, journalistes, on n'arrive jamais à voir ni à entendre parler. C'est M. Richard Ferrand, qui est extrêmement discret dans l'hémicycle. On a un président de l'Assemblée nationale qui n'est pas toujours présent dans les débats, alors que sur un texte aussi important que la loi moralisation, ça devrait être lui qui conduit quasiment les débats du matin au soir. On a vu ça lorsque c'était Jean-Louis Debré, il se faisait un point d'honneur à être là dans l'hémicycle pour les grands textes. Bon, là, il y a un problème. Et puis, il y a un ministre des Relations avec le Parlement qui est aussi très absent. Pour preuve, d'ailleurs, il a compris la chose. Il est venu ce matin en catastrophe à l'Assemblée pour être dans l'hémicycle et pour dire un mot. Et donc, il y a effectivement un problème d'encadrement. Donc ça, c'est très clair. Visiblement, peut-être que vous allez me contredire, ou peut-être vous allez approuver. Je vais avoir la latitude pour le faire. Mais en tout cas, voilà. Donc, si on en reste sur la forme, effectivement, on peut dire que c'est un début de législature un peu compliqué, parce que traditionnellement, quand c'était les Républicains ou le PS majoritaire à l'Assemblée, c'est des groupes qui ont l'habitude des joutes parlementaires, qui sont là depuis longtemps, donc qui ont des anciens qui maîtrisent bien la chose. Là, c'était pas vraiment le cas. C'était la vieille politique. Alors, ce que je vous propose, vous allez répondre, parce que là, effectivement, oui, là, on l'a bien compris, on les a même listés, mais on va revivre cette séquence, parce que la télévision, c'est aussi des séquences qu'on doit montrer au public. Cette présidence dont Frédéric nous parlait il y a quelques instants, une présidente qui visiblement a du mal un peu à tenir les débats. L'avis de la Commission. Je vais demander donc l'avis de la Commission. Le gouvernement d'abord. D'accord. Oui, Madame la Ministre. Ça, c'est juste pour vous rappeler que vous ne pouvez pas prendre d'orateur. Non, c'est juste pour... Il y a déjà eu... Oui. Il y a déjà eu 2 prises de parole, c'est pour ça que je ne peux pas vous la donner. Ah, et elle est reprise, elle peut reprendre Elle est reprise par Madame Bateau. Mais là, on l'a déjà fait, celui-là, non ? Sur 57. Et j'ai déjà commencé le vote. Donc... Est-ce qu'on peut faire une suspension de séance ? Attendez. Excusez-moi. L'amendement numéro 504. C'est bien comme ça, je commence. Voilà. Bien, Olivia Grégoire. Est-ce qu'on peut parler de flottement quand on voit ces extraits ? Est-ce que c'est le mot adéquat ? Non. Vous employez lequel ? Alors déjà, si on montre cette présidence-là, enfin cette vice-présidence-là, il serait équitable de montrer, par exemple, la vice-présidence de cette nuit. Hugues Rançon, par exemple, a tenu, en tant que vice-président, la séance cette nuit de main ferme et décidée. Il y a eu des moments difficiles avec le moment où les France Insoumises a quitté l'Assemblée et où les députés insoumis, qui eux ne sont jamais godillots, comme un seul homme, ont quitté Mélenchon et ont quitté l'hémicycle. Quelques instants après, les Républicains, alors même que Christian Jacob a tensé Hugues Rançon. Hugues Rançon a tenu. Donc on m'explique depuis 25 minutes qu'on n'est pas encadré, qu'on ne sait pas tenir, qu'on ne sait pas faire une assemblée, qu'on ne sait pas tenir une vice-présidence. Cette nuit, le vice-président a
tenu. Vous montrez un exemple là où effectivement il y a eu une erreur, il y a 2-3 jours. La vice-présidente, c'était la première fois qu'elle tenait la vice-présidente. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Mais c'est facile de montrer quand il y a une erreur. Ce serait sympa de montrer aussi quand ça fonctionne bien. Et cette nuit, c'était tendu, c'était viril et ça a tenu. Il y a des moments où ça tient. Ça a tenu. Normalement, ça devrait tenir tout le temps. Si vous m'autorisez, c'est que je trouve, mais c'est le propre des médias, c'est d'autres commentateurs, c'est qu'on a souvent tendance à s'intéresser sur un fait. Moi, je voudrais donner quelques... Alors, je suis désolée, c'est un peu du fond aussi, mais quelques chiffres. On n'est pas encadré, on n'est pas là, on ne sait pas faire de joute parlementaire, bref. Richard Ferrand est pas. Alors, je vais venir sur le cas Ferrand juste après, si vous m'autorisez. 48 heures de débat sur la loi confiance, 70% du temps alloué à l'opposition. Donc déjà, ça c'est pour répondre au fait qu'on ne laisse pas les oppositions s'exprimer. Je dis bien les oppositions parce que vous m'accorderez que nous avons aujourd'hui 5 groupes d'opposition, ce qui crée aussi une certaine cacophonie oppositionnelle assez forte dans l'Assemblée, puisqu'ils sont tous, les 5 groupes, et on le disait dans une émission ce matin sur votre chaîne, contre la République En Marche et contre la majorité. Oui, enfin, donc il y a beaucoup de temps alloué à l'opposition, et je dirais que la bordélisation ambiante est plus le cas des oppositions, des insoumis aux Républicains, que de la République En Marche. Sur le débat confiance, on a eu 37 heures de débat, 950 amendements. On est aujourd'hui en train de finaliser les votes, plus de 30 heures de débat sur la loi confiance, plus de 300 amendements passés, et on est en train de nous expliquer, alors même qu'on a passé la loi d'habilitation sur le dialogue social, la loi sur l'urgence, en matière de finances, le projet de loi de règlement, mais aussi l'orientation des finances, quelques sujets sur l'évaluation environnementale, où j'étais, où je siégeais. Et on termine là avec la loi confiance. On est en train de m'expliquer que depuis 5 semaines, on est nul, on fait rien, on ne sait pas tenir l'Assemblée. Mais comment c'est possible qu'on avance autant Non mais vous voyez, il y a un peu d'incompréhension entre moi, ce que je peux vivre au sein de l'Assemblée et de l'hémicycle, et voir les projets qui avancent, et notamment les ordonnances. On a encore dit ce matin que le 18 septembre, elles seront présentées en Conseil des ministres. Ça veut donc dire que le travail parlementaire avance. Il y a peut-être des couacs, il y a certainement un petit temps de démarrage. Je pense qu'effectivement, il faut un peu d'indulgence. Il y en a certains qui démarrent. Et moi, j'avais de l'indulgence en 2002, quand je regardais les jeunes députés UMP arriver et qu'il y a eu cette vague UMP. Il y en a certains qui ont dit des bêtises aussi à l'Assemblée. Il n'y a pas toujours eu que des professionnel de l'oratoire à l'Assemblée, je l'accorderai. Sauf qu'il y avait un mix entre les anciens et les nouveaux. Moi, j'étais un jeune de 2002. Donc j'étais le vice-benjamin de l'Assemblée nationale en 2002. Et donc j'ai fait mon apprentissage, sauf qu'on ne m'a pas bombardé du jour au lendemain, vice-président de l'Assemblée nationale. Il y avait les anciens qui prenaient sous leur aile en fait, les nouveaux, et c'est ce mix qui faisait la richesse de l'Assemblée nationale qui était capable de se renouveler. Sauf que là, vous avez les anciens sont là, beaucoup de nouveaux. Attendez, il y a 25% des députés qui sont des anciens, 75% qui sont des nouveaux. Mais ces 25% sont là, ils sont présents. Et chez vous, il y en a une grande majorité qui découvrent et qui, il y a quelques mois encore, ne savaient même pas qu'ils allaient se présenter à l'élection parce qu'ils ont mis leur CV sur Internet et ils ont été retenus. Ah, c'est les députés Internet, ça revient. Attention, j'en suis. Voilà, faites très attention parce que j'en suis une très belle illustration. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, je suis désolé, vous avez été dans les... Oui, j'ai travaillé effectivement en politique au démarrage et plutôt aux côtés de gens comme vous, effectivement. Vous avez été dans les cabinets ministériels et donc vous connaissez un peu la chanson, ce qui fait que vous êtes quand même une exception. Alors on n'est pas tous inexpérimentés. Il y en a certains qui se débrouillent un peu. Je n'ai jamais dit ça. Il y a aussi les anciens députés socialistes qui sont repeints en République En Marche. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont un peu d'expérience. Mais une grande majorité n'en ont pas. Et le problème, vous l'avez évoqué, c'est qu'ils ne sont pas encadrés. Et donc Richard Ferrand brille par son absence. Et ce qui fait que vous avez un groupe qui ne sait pas où il va. Et c'est l'occasion d'un certain nombre de couacs. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. Il y a un certain nombre président de groupe était là sur le projet de loi cohésion. Il y a des examens. Ils étaient là, les examens de ce texte où on voit que les députés sont un peu perdus. Il était où Christian Jacob pendant l'ordonnance avec Madame Pénicaud sur le dialogue social? Vous étiez très nombreux, vous étiez nombreux là, les présidents de groupe. À certains moments, il était là. En séance de nuit, il n'y avait personne. Les vice-présidents. Regardez les bancs pendant la cohésion sociale, il n'y avait personne. Mais bon, vous savez comment ça marche. Il faut que les spécialistes du sujet soient là. On n'a pas besoin d'être 577 en permanence. Oui, mais sauf que le problème, c'est que votre groupe va à volo, il vote un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, parce qu'il n'est pas encadré. Pas du tout. Alors, j'ajoute à ça qu'il n'y a pas qu'un président de groupe
téléspectateurs en être juges. Bah bien sûr, Voilà. et puis ils en seront juges quand ils verront les choses qui avancent et les projets qui avancent et qui sont enfin mis en œuvre. Donc vous, député, vous jugez Richard moi, je Ferrand juge fait le que- job, comme on dit. En fait, Alors, vous êtes moi, nouvelle je juge députée, que mais Richard alors, Ferrand- Vous n'avez pas vous jugé. connaissez. Non mais pas jugé, si je mais- vais juger, parce Bon, d'accord, qu'on nous bah, reproche allez-y. de pas donner assez notre avis, etc., de pas être assez présent ou bavard. Alors je vais être bavarde. Moi j'estime qu'il fait le job, je l'ai dit dans la presse cette semaine. J'estime qu'il fait le job. On a, nous, un président de groupe qui est d'origine, et vous le savez, qui a une circonscription en Bretagne. Je vais pas faire de mauvais jeu de mots ou de politique politicienne, mais c'est pas un président de groupe francilien comme le vôtre. Accessoirement, il lui arrive de rentrer dans sa circonscription. Et ça n'est pas Oui, mais non c'est plus un député président de d'ancien groupe monde comme qui va encore dans Monsieur sa Mélenchon, circonscription, pas celle du Nouveau qui ne Monde. va jamais à Non Marseille et qui n'est pas très attaché à sa circonscription non plus. Il s'avère qu'aujourd'hui, truc incroyable, notre président de groupe est effectivement en Bretagne, qu'il a dû y rentrer hier, et qu'il y a dans le groupe La République En Marche, figurez-vous, 4 vice-présidents qui assurent le job, qui sont présents aux séances. Et je voudrais juste prévenir, vous parler des téléspectateurs et des auditeurs. On est en train de nous faire passer des vessies pour des lanternes. C'est pas les présidents de groupe, en tout cas pas dans notre acception parlementaire. C'est au sein des commissions qu'on fait le travail. C'est la rapporteuse des projets de loi qui fait le travail. Et- C'est aussi le ministre en charge. Ça n'est pas que Excusez-moi, le président il y a du quelque groupe chose qui a que je vocation à comprends pas dans s'exprimer. ce que vous dites là. Vous m'avez dit dans le débat précédent que finalement le député, il était député de la nation, il était là pour voter la loi, qu'il était là pour contrôler le gouvernement et qu'il n'était pas forcément enraciné dans son territoire. Ce que je Ça veut dire reprochais tout à parfois y l'heure. rentrer, néanmoins. Sauf Faut que bien y maintenant, rentrer. pour défendre Richard Ferrand, vous me dites ah oui, mais il est dans une circonscription de Bretagne et il faut qu'il y soit, il fait des allers-retours, c'est Attendez, compliqué, il peut pas y aller. faire des Donc, il allers-retours, faudrait- c'est pas saupoudrer de l'argent. Il faudrait, Faut pas mélanger la savoir réserve est-ce qu'on a parlementaire et la besoin vision. d'être On a besoin d'être présent, ancré circo. dans son territoire Présent. à la disposition des gens et de pouvoir les Présent. rencontrer et donc d'avoir un certain nombre de moyens pour pouvoir être ancré dans ce territoire. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Ou est-ce que il faut être en permanence à l'Assemblée nationale et dans auquel cas Richard Ferrand devrait y être d'ailleurs. Concernant il y est- Richard on Ferrand, n'est pas j'avais beaucoup. une petite Très question bien, à vous Claude. poser, parce qu'effectivement, pour nous journalistes qui suivons l'Assemblée, ce qui est mon cas, Richard Ferrand est un peu un mystère, parce qu'il est président de groupe depuis un mois, un peu plus d'un mois, et il n'a pour l'instant tenu aucune conférence de presse, aucun point presse. Il est d'usage à l'Assemblée que les présidents de groupe, à la fin de la réunion du groupe, viennent s'exprimer devant les journalistes pour tenir une conférence de presse, un point presse. Or, à La République En Marche, il n'y a pas de point presse, et Richard Ferrand ne s'exprime jamais devant les journalistes. Alors, pourquoi ? Quelle est, la raison pour laquelle cette communication, on a le sentiment qu'elle est, en tout cas, soit très verrouillée, soit même presque inexistante. Alors, pour un homme qui s'exprime jamais, je trouve que vous êtes un peu dur. Il suffit de lire la presse cette semaine, le nombre de verbatims qu'on prête dans la bouche de Richard Ferrand. Mais c'est des Chez vos verbatims, on confrères lit de des la presse Verbatim. écrite. C'est pas, ce sont pas des. Il y a une Enfin bon, différence. ça veut donc entre dire qu'il y a un certain nombre de une vos interview et confrères un verbatim. journalistes qui ont quand même Richard Ferrand en ligne, et dire l'inverse serait faux. Il y a Par eu un un certain point nombre presse d'articles. public Alors, traditionnel pour vous répondre à l'issue des là-dessus, groupes. et on m'a posé la question au même titre que les petits déjeuners, par exemple, de la majorité présidentielle. Bon, Où République En Marche n'est pas représenté. c'est-à-dire. Il n'est pas physiquement à ses petits déjeuners autour de la table. Ah bon J'ai lu ça dans Le Monde, daté de ce soir. Mardi dernier Dans Le Monde, ce soir. Il n'y a pas de d'après mes représentant du informations, parti il était- République En Marche. Non, mais d'après mes vous informations, avez. d'après C'est, mes je relaye informations. ce que j'ai lu. Comme Voilà. quoi, Moi, les je vous relaye. verbatims, il vaut mieux faire une vraie conférence de presse. Ouais. Alors ça, pour le coup, le petit déjeuner de la majorité présidentielle, il était présent. Et deuxièmement, pour ce qui est de la conférence de presse, je pense que c'est important. Vous avez raison. En plus, en tant que porte-parole, on en a aussi besoin pour pas être toujours sous le feu des réactions à chaud. Et je pense que c'est quelque chose d'important, qu'il serait, à mon avis, malin et pertinent d'entamer dès la rentrée. Je pense que ce sera fait. Je voudrais juste dire une chose aussi, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans l'hémicycle, mais on parlait du groupe. Un groupe parlementaire, ça vit, ça a des collaborateurs, ça doit être aussi incarné par son chef de groupe, bien sûr, président de groupe, mais aussi par des collaborateurs du groupe. En Marche, nous, on n'avait pas de groupe, pas de collaborateurs. Je voudrais juste vous expliquer, par exemple, qu'en un mois, on a recruté plusieurs dizaines de collaborateurs au sein du groupe pour pouvoir staffer, comme on dit, et permettre à tous les députés d'avoir à leur côté des collaborateurs, qu'on a mis en place un certain nombre de processus d'échanges, de réunions sur comment on allait animer le groupe, comment on faisait le lien avec le parti, etc. Donc il y a aussi beaucoup de choses dans la vie d'un groupe parlementaire que les médias ou que l'opposition ne voit pas forcément, mais qui se passe. Et je peux vous dire qu'il s'en est passé beaucoup avec Richard Ferrand, qu'à l'intégralité des réunions de groupe qu'il a tenues, on s'est parlé très franchement. Et moi, je l'ai dit dans la presse aussi, certains m'ont critiqué, mais je le pense, donc je vais le répéter. Moi, je suis petite fille et de couturière, ça m'a valu une blague à l'Assemblée, mais je suis aussi petite fille de footballeur. Richard Ferrand, pour moi, c'est un capitaine. Un capitaine, parfois, c'est un peu dur, parfois, ça recadre.
c'est pas là pour mettre de la pommade à tout le monde. Richard Ferrand, en ça, est un capitaine d'équipe. Aujourd'hui, il n'est pas là. Cette semaine, c'est pas vrai de dire qu'il n'a pas été là. Il a été là en séance, un certain nombre de fois. Il y a aussi d'autres gens qui sont à ses côtés. Il y a des vice-présidents qui sont là aussi pour représenter le groupe. Et chez En Marche, vous savez, on n'a pas le culte du chef absolu. C'est-à-dire que, non, mais ça vous étonne. Vous direz ça au président de la République. Ah mais tout à fait, mais moi j'ai quitté d'ailleurs la droite pour ces raisons-là, donc j'ai aucun problème là-dessus. On n'a pas ce culte du chef, on n'estime pas au sein du groupe parlementaire que parce que Richard Ferrand n'est pas là, on ne peut pas voter une loi. Voilà, on estime qu'on a aussi des commissaires, un ministre, et qu'on est des députés responsables. C'est pas quelque chose qui nous gêne, non. On vient de voir ce qui se passait dans l'hémicycle et dans les commissions. Alors que se passe-t-il ? Nouvelle illustration. C'est juste... Attends, on a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue. Naïma, elle fait ce qu'elle peut, et on a un groupe qui dort, qui ne s'est pas monté au créneau, qui est vautré. Mais c'est en termes. Bon, voilà, ce qui se passe également en commission, et qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit en observant ce qui se passait dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de voir ? Rien, franchement, je ne vais pas donner plus d'importance à cette déclaration qui a déjà fait tout le buzz. Alors bon, ça fait le buzz, c'est rigolo. Bon. En attendant, cette commissaire qui est à la tête de la commission des lois, Madame Braun-Pivet, a fait son job, a mené les débats 2 jours, 2 nuits, avec constance. Celle qui ne voulait pas travailler le mercredi pour les enfants. Oui, mais vous savez, je vais vous dire un truc. Je pense sincèrement que de ça... Vraiment, les Français en ont marre. Alors, c'est facile. La petite vanne, la petite truc, la petite vanne. Mais si. Non, mais c'est une réalité. Vous voulez qu'on parle du nombre de députés de la République, des Républicains qui siègent pas sur les bancs de l'Assemblée. Non, mais le gros problème auquel on est confronté, c'est quoi ? C'est que vous avez des députés, des gens qui avaient été élus parce qu'ils avaient un engagement fort vis-à-vis des Français. Ils avaient été pendant longtemps militants, ils avaient eu une réflexion sur l'avenir de notre pays, et c'est ça qui a fondé leur engagement, et ils ont parfois été élus locaux, et puis ils sont devenus députés. Donc c'était le fruit de tout un parcours qui fait qu'il y avait... Vie politique. Oui, et il y avait... C'est un métier. Et il y avait du... Non, c'est pas forcément un métier. On le fait de manière professionnelle, mais pour moi, c'est une fonction. J'ai remplacé un professionnel de la politique, donc je vois bien de quoi vous parlez. J'espère que vous faites ça à plein temps. Ça, je fais ça à plein temps, oui. Et donc, c'était la suite d'un parcours, et il s'est intéressé à la politique depuis toujours, et c'est un engagement fort. Aujourd'hui, malheureusement, je pense, dans les faits vagues, vous avez un certain nombre de gens qui n'avaient jamais eu une réflexion collective, qui ne s'étaient jamais engagés ni en politique ni dans le milieu associatif, et qui ont été choisis sur un CV par Internet, je suis désolé, et qui, qu'il y a une CNI, aussi, une commission nationale d'investiture avec des êtres humains qui ont décidé, qui avaient un CV, échangé. Et parfois il n'y avait pas beaucoup. Parce que ça passe comment chez les Républicains ? Et donc, ils se sont retrouvés quasiment du jour au lendemain, élus députés sur cet effet vague et sur le portrait d'Emmanuel Macron qui figurait sur leurs affiches. Et si vous voulez, là, et on en a l'illustration à cette occasion, là, ils sont un peu démunis parce qu'ils n'avaient jamais eu cette réflexion d'intérêt collectif. Vous savez, je trouve ça grave. Comment on va s'engager, quel est l'avenir de notre pays, C'est hyper grave ce que vous dites. Et c'est comme ça dans un premier temps, on verra comment ils vont évoluer. Mais dans un premier temps, ils sont soumis. C'est quoi cette suspicion de non-engagement ? Ils sont soumis aux directives. Mais c'est hyper grave de dire ça. Moi, je ne mets pas en doute vous avez des jeunes gens chez vous qui ont été élus pour la première fois, qui se débrouillent très bien à l'Assemblée. Moi, j'ai pas remis en doute leur engagement. Qui êtes-vous pour remettre l'engagement en doute de ces 314 personnes ? Il y a des médecins, il y a des profs, il y a toutes sortes de gens qui sont engagés dans la vie civile. Mais votre constat est faux, je ne peux pas laisser passer ça. On verra comment ils vont évoluer. On ne peut pas remettre en doute l'engagement des députés d'En Marche. Le problème, c'est qu'ils n'avaient aucune culture politique et aucune réflexion. Il n'y a pas de monopole sur la culture politique, il n'y a pas de master, de diplôme, de député. Pour remettre un peu les choses en perspective, il faut quand même rappeler comment c'est passé. C'est vrai que beaucoup de ces députés, nouveaux députés En Marche, ont appris, parce qu'ils avaient postulé, ils ont appris au mois d'avril, au mois de mai, qu'ils allaient être candidats aux élections législatives, et ils ont fait campagne. Alors c'est vrai qu'ils l'ont fait avec de l'engagement, ça sans aucun doute, avec la volonté d'être élus, mais il faut quand même reconnaître que beaucoup d'entre eux, parce qu'ils viennent de l'entreprise, parce qu'ils sont, pour certains d'entre eux, commerçants, il y a un agriculteur, viennent d'autres mondes, d'autres cultures,
bon, d'ailleurs. Et qu'en arrivant... Jean-Baptiste Moreau, oui, si on monsieur pouvait Moreau. l'appeler par son nom plutôt qu'agriculteur, j'aimerais bien. Monsieur Jean-Baptiste Moreau, oui, tout à fait. Il y a pas beaucoup Oui, de bruit. enfin, il y en a combien chez les Républicains? Député de la Creuse. Le président de notre groupe est agriculteur à l'origine. Pour finir, donc qui se retrouve à venir d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres pratiques, et notamment dans l'entreprise par exemple. Et c'est vrai qu'en arrivant, il y a forcément une phase d'adaptation sur les horaires, l'organisation, le fonctionnement de l'Assemblée, et il faut leur laisser sans doute effectivement le temps de prendre leur marque. Alors c'est un effet de masse comme ça avec ces députés qui sont arrivés, tous qui ont fait une campagne éclair quand même, pour la plupart d'entre eux. Ils se sont découverts candidats aux élections législatives au mois d'avril ou mai. Ils ont été élus, parfois même certains avec surprise peut-être, et donc ils se retrouvent dans un autre monde. Donc il faut effectivement aussi leur laisser le temps de prendre leur marque, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Cela étant dit, il y a effectivement des questions aussi d'encadrement, de formation. Voilà, c'est un tableau qui est ni complètement noir, ni complètement blanc, mais qui montre que la politique, ça ne s'improvise pas non plus du jour au lendemain. Vous savez, il y a une chose que nous répète souvent ce monsieur que vous dites silencieux, muet, invisible, mais qui nous parle quand même, donc on doit quand même se voir à certains moments. Lui, souvent, vous savez... Richard Ferrand. Voilà. Ce qui est important, c'est pas tant de donner son avis que d'avoir des arguments. Vous voyez, moi, je pense que tout ce qui se passe là, ces descriptions des premiers mois, des premières semaines des députés En Marche à l'Assemblée, c'est très intéressant, c'est médiatique et c'est assez anecdotique. Je pense que ce qui sera intéressant, c'est de voir à la rentrée où on en est au plan réglementaire et parlementaire, où on en est de tout ce qui a été injecté dans le circuit législatif à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce que le travail des députés de La République En Marche aura permis de faire. Voilà. Et là-dessus, sur les résultats, moi je dis souvent que la meilleure façon de se battre contre l'abstention, c'est de bosser et d'apporter des résultats aux Français dont ils puissent se rendre compte de façon sonnante et trébuchante. Je peux vous dire que même s'il y a eu peut-être quelques petites erreurs au démarrage, le travail qui est mis aujourd'hui au cœur du réacteur parlementaire est extrêmement important et que ça avance vite et bien, et que je peux vous assurer que la rentrée sera chargée et qu'on a quand même, en un mois, abattu un travail dont moi, très personnellement, et je pense qu'un certain nombre de mes collègues, on n'est pas du genre fier, mais en tout cas, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait depuis 5 semaines. Et je peux vous dire qu'on a mis beaucoup d'énergie à faire ce qu'on a fait. Et que par rapport aux mandatures passées, il y aura beaucoup d'actualités à la rentrée. Le bilan, ce sera le bilan du gouvernement, et avoir simplement des députés En Marche qui auront levé la main pour voter oui. Non, je vous parle des ordonnances et des projets de loi qui viendront changer la vie des Français. Gouvernement. Oui, mais c'est donc l'action du gouvernement et pas l'action des parlementaires avec En Marche. Avec le soutien du Parlement. C'est eux qui auront voté comme un seul homme dans la culture du chef. Ce qui compte, c'est qu'on avance. Il faut voter. C'est pour ça qu'on a été élu. C'est comme ça c'est ce qu'on appelle les députés Godillot. Pour mettre en œuvre le programme. Merci, on suivra ces travaux de près. Merci d'être venu sur le plateau de LCI. Restez avec nous dans quelques instants. On fait le point sur l'actualité. 17h, un nouveau journal avec Anne-Chloé Beauté.